fais comme ça. Ouais, ça va le faire. C'est original, c'est bon. Non, non, ce serait mieux, je ferais avec la flèche. C'est ça, sur le flèche. Eh bien, on va pouvoir commencer pour la dernière conférence de l'année du cycle d'avant d'aller sur Mars. Donc, merci à ceux qui sont présents. Merci également à ceux qui sont connectés en ligne. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter donc Damien Bertrand, qui est responsable national biodiversité pour l'ONF et qui va nous parler de la forêt, la biodiversité et de sa gestion durable. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Bonjour à ceux qui sont sur place et à ceux qui sont à distance, puisque on m'a dit qu'il y avait des gens aussi à Clermont-Ferrand. Donc, je suis ravi de venir vous présenter un petit morceau de ma passion, de la passion qu'on partage à l'Office national des forêts, et puis vous expliquer aussi comment est-ce qu'on gère ce vivant-là, qu'est la forêt, vivant qu'on partage aussi, puisque dans vos études, vous êtes voilà, sur un terrain de jeu qu'on a en commun. L'objectif, il est de vous faire réfléchir et puis vous de faire un petit peu cheminer avec moi en forêt sur la biodiversité et la manière dont elle existe et dont on la prend en compte et comment est-ce qu'elle s'intègre dans notre gestion et peut-être aussi un peu ouvrir sur les perspectives qu'elle donne et en quoi la biodiversité peut être aussi un levier face aux enjeux auxquels est confrontée la forêt, en particulier en ce moment. On y viendra. Donc, qu'est-ce que la biodiversité en forêt? Je vous ai mis quelques illustrations. Tout à l'heure, on parlait un petit peu paysage forestier, et vous voyez tout de suite, ça saute aux yeux, qu'on n'a pas une forêt, mais des forêts. Hein. Donc, je vais un petit peu recentrer. Là, vous aviez des images à la fois sur l'outre-mer, la métropole, du résineux, du feuillu. Hein. Donc, en métropole, on a 17 millions d'hectares, ce qui représente à peu près un tiers de la surface forestière. Alors, je pense que l'agricole a peut-être un petit peu plus de surface, mais c'est à vérifier. Et quand on parle de 17 millions d'hectares, on n'a pas parlé, on n'a pas pris en compte 8 millions d'hectares qui sont également en Outre-mer. 8 millions d'hectares de forêts qui sont également en Outre-mer. Donc la FAO a estimé que 80% de la biodiversité terrestre était en forêt. Donc vous voyez déjà, il y a un vrai enjeu sur la biodiversité des forêts. Alors les forêts sont peut-être plus ou moins riches selon les endroits, mais clairement la forêt a un rôle à jouer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus ou moins de biodiversité ou que, selon les endroits où on se trouve, on a des forêts qui peuvent être variées? Eh bien, si on regarde la carte de France, j'ai représenté là les différents climats, et vous voyez qu'on a déjà une certaine variété de climats sur un territoire qui, somme toute, est quand même pas le plus grand pays du monde. On arrive à avoir du climat continental, océanique, montagnard, méditerranéen, et je passe les transitions entre ces climats. Donc bien sûr, tout ça, ça fait des essences d'arbres et des modes de sylviculture qui sont variés et adaptés. On peut retrouver même certaines bizarreries. Hein. Par exemple, le hêtre, qui est une essence d'arbre qui a besoin d'une certaine humidité, qui se trouve en Normandie. Et quand on atteint le sud de la Normandie, on commence déjà à passer plutôt sur des chênaies plutôt que des hêtraies. Et pourtant, on a dû être à la Sainte-Baume, donc dans le Var, parce que sur le versant Ubac, c'est-à-dire côté nord, à l'ombre, avec de l'humidité qui coule dans le sol, eh bien on a ce hêtre. Alors peut-être qu'il est là parce qu'il y a eu des glaciations et qu'il est allé chercher le soleil à cette époque-là, et puis quand ensuite ça s'est réchauffé, il a trouvé sa niche et il est présent là-bas. Donc vous voyez, typiquement, les hêtres de la Sainte-Baume, pour nous, c'est un terrain, enfin en tout cas pour la partie que nous gérons, c'est un territoire particulier et où on a une gestion aussi adaptée, une réserve biologique pour prendre en compte ces éléments-là. Voilà. On va aussi dire que le hêtre de la Sainte-Baume, depuis le temps, il s'est peut-être aussi un petit peu adapté à la chaleur, et ça pourrait bien être un hêtre, et en tout cas une variété de hêtres qui peut nous intéresser pour les hêtres normands.
Donc ça, on en reparlera aussi un peu après, ou selon vos questions, n'hésitez pas, en fin de présentation, à m'interpeller sur ce qui aura pu vous étonner ou que vous souhaiterez que j'approfondisse. Donc je vous disais, on parle de forêt. Alors dans l'image, dans l'esprit de pas mal de personnes, et en arrivant en voiture avec certains de vos camarades, là, on parlait de forêt, et puis on avait l'idée que la forêt, ça devait être un endroit où il y avait plein de biodiversité et qui devait être gardé comme ça. Et c'est vrai qu'on a rapidement l'image de la forêt primaire, de la forêt qui est un peu intouchée, le jardin d'Éden. Alors ça existe encore, hein, mais ça existe plus partout. Ça existe plutôt en Guyane, quand c'est des grandes surfaces. Et puis donc des endroits où en effet l'homme a peu ou suffisamment peu, en tout cas est suffisamment peu intervenu pour que son action ne soit pratiquement pas visible. Alors on a aussi de plus en plus, quand vous regardez des publications en ce moment sur la forêt, on vous parle de forêts anciennes, de forêts matures, de vieilles forêts. Donc les forêts anciennes, ça on en a quand même pas mal en France. On en a quasiment la moitié de nos forêts. C'est des forêts qui existaient déjà au XIXe siècle sur les cartes de Cassini ou les cartes d'état-major. Et vous voyez, alors non, vous voyez peut-être pas parce que c'est petit, mais en bas, c'est la ville de Villers-Cotterêts. Et au-dessus, c'est le massif forestier domanial de Retz, qui est en Picardie. Donc là, on a quand même une superposition qui est plutôt pas mal et qui montre que ce massif domanial, alors peut-être aussi parce qu'il est domanial, et bien foncièrement, son emprise foncière est restée stable. Je vous disais les forêts, enfin je vous ai pas dit justement, mais donc les forêts matures. Donc là, c'est plutôt des aspects, on va dire, de peuplement, c'est-à-dire ça s'adresse plutôt, ça correspond plutôt à des arbres qui sont des gros arbres, gros diamètre. Qui dit gros diamètre dit aussi avec des accidents de la vie, quoi. Quelquefois des branches qui sont tombées, des trous, des petites loges dans lesquelles des pics ont pu aller chercher des insectes et puis dans lesquelles des chauves-souris peuvent peut-être se mettre. Donc ça, c'est les forêts matures. Et quand on fait la combinaison des deux, on a ce qu'on appelle les vieilles forêts. Et ce dont on parle maintenant beaucoup, ce sont les forêts subnaturelles. Donc les forêts subnaturelles, on en parle aussi beaucoup parce qu'on voudrait retrouver en France ces forêts-là. Donc à l'ONF, on a mené une enquête et on inventorie ces forêts. Donc c'est des forêts qui ont un petit peu les caractéristiques précédentes, dans lesquelles on n'intervient plus depuis un certain temps. Donc c'est un temps plus relatif, mais au moins une cinquantaine d'années, avec des essences qui sont indigènes, avec de la régénération, c'est-à-dire le fait que la forêt repousse avec les semences qui tombent des arbres qui sont en place. Voilà. Donc avec ça, vous avez déjà un premier panorama, mais je vous ai parlé plusieurs fois de comment on intervient. On a ces forêts-là, mais il faut qu'on n'intervienne plus depuis 50 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intervient partout. En tout cas, en forêt domaniale, quand on n'intervient pas, c'est plutôt... Alors, c'est parfois parce que il est impossible d'intervenir, c'est trop escarpé ou c'est peut-être pas rentable. Donc ça arrive. Et il arrive aussi qu'on décide de ne pas intervenir volontairement, mais de manière générale, en tout cas, l'ensemble des surfaces sont connues, sont suivies, et on réfléchit à quel type d'intervention on fait, en s'adaptant pas juste en visant le bois ou un enjeu, en essayant d'être multifonctionnel, mais quand même, voilà, c'est l'essentiel. Donc au niveau, je vais vous présenter d'abord quelques chiffres au niveau plus global, et puis après je reviendrai vers la forêt domaniale, c'est-à-dire la forêt dont le propriétaire est l'État, et qui est confiée à l'Office national des forêts. Alors l'ONF, un établissement public industriel et commercial, a, d'après le code forestier, la mission de gérer les forêts publiques. Donc c'est à la fois les forêts de l'État, les domaniales, mais aussi les forêts d'autres collectivités, des collectivités, qui peuvent être des communes, qui peuvent être un certain nombre de collectivités. Donc je vous disais au niveau global, je vous ai tout à l'heure parlé d'espèces indigènes. Donc on peut dire qu'encore aujourd'hui, en France, la très grande majorité des forêts sont composées, pour leurs essences majoritaires, et c'est clairement l'essence qui caractérise la forêt, sont composées d'essences indigènes. Donc on peut à la fois avoir des résineux indigènes, des feuillus indigènes, ça veut dire du sapin, du pin, du hêtre, du chêne, y compris le châtaignier. Alors châtaignier
quelquefois, on hésite un peu à dire est-ce qu'il est vraiment indigène parce que y a un moment donné où il n'était pas là. Mais voilà, je pense que d'une définition sur laquelle on s'entend, on peut dire que aujourd'hui c'est vraiment le cas. Et on peut dire que c'est une forêt variée, puisque sur une placette, alors là on met 2000 mètres carrés, on a quand même 5 essences d'arbres différentes. Alors c'est sûr que par rapport aux forêts d'outre-mer, ça paraît peut-être peu. De manière générale, je crois qu'on a de l'ordre de 130 essences d'arbres en métropole, et je dirais qu'il y en a 10 fois plus en outre-mer. Voilà. Donc, alors en domanial, on a 2/3 de feuillus, on a 15%, enfin 14% de résineux, 26% en mélange, c'est-à-dire à la fois où on a des feuillus et des résineux. On fait essentiellement de la régénération naturelle, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les arbres adultes, par exemple un chêne produit des glands, les glands qui tombent au sol font les semis qui vont être ensuite accompagnés, aidés on va leur laisser leur place aussi pour que ça donne les forêts, le renouvellement de la forêt. L'alternative, c'est la plantation. Alors la plantation, soit parce que on veut changer d'essence, soit parce que par exemple l'essence n'est pas adaptée, soit parce qu'on veut aller chercher, je vous disais tout à l'heure, le hêtre de la Sainte-Baume, on a déjà du hêtre, mais on souhaite mettre une autre variété qui a certaines caractéristiques qu'on recherche. Alors par le passé, l'essentiel des caractéristiques, c'était surtout un arbre bien droit, qui pousse bien, qui n'a pas de défaut pour qu'il puisse être valorisé au mieux. Mais voilà, dans la vie d'un arbre, il y a du gel, il y a la foudre, il y a ces éléments-là, et puis de plus en plus aussi, il y a le changement climatique, il y a aussi des résistances à certaines maladies, enfin voilà. Mais on ne plante pas d'OGM en forêt, en France. Voilà, on ne met pas non plus de produits phyto, en tout cas en domanial, on ne met pas de produits phytosanitaires, pour votre information. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez naturel, on peut dire ça. Plutôt très naturel, je crois. Ensuite, quand vous regardez une forêt, et je vais vous l'illustrer tout à l'heure avec des photos, vous pouvez identifier le mode de gestion, le traitement qu'on donne à cette forêt. La futée régulière, c'est ce qu'on appelle la futée cathédrale, c'est-à-dire que quand quand la parcelle a des âges qui sont des arbres qui sont d'âge adulte, vous avez l'impression qu'il y a surtout des grands arbres et que vous vous trouvez dans une cathédrale, comme des piliers de cathédrale. Ça, c'est la futée régulière. La futée irrégulière, c'est différent, c'est-à-dire que vous avez des grands, des gros, des moyens, des petits, tout ça en mélange. Et puis ensuite, ces deux petits modes, alors vous voyez qu'ils sont peu représentés, donc je ne voudrais pas prendre trop de temps sur la présentation, mais c'était des modes de gestion qui correspondaient plutôt à un usage qui était le bois de chauffage, et en gros, on coupait les arbres qui poussaient d'une souche, et puis donc ça rejetait, et puis régulièrement on revenait couper. Voilà. Mais comme là, c'est vrai que c'est un petit peu moins en usage, et puis que il y a plus de valorisation sur la menuiserie et sur ce genre de produits. Le taillis a tendance à réduire. Et puis pour produire, mais je ne veux pas aller trop dans le détail, pour produire des sujets qui ont vraiment les caractéristiques de scierie, c'est-à-dire un tronc bien droit, un grand diamètre, il faut forcément faire de la sélection, c'est-à-dire retirer ceux qui ont des défauts. Et en fait, ces arbres-là, justement, ils peuvent servir à du bois de chauffage. Donc on a quand même toujours les usages qui sont représentés, mais en favorisant cette fois le bois qu'on appelle le bois d'œuvre. Voilà. Donc là, je vous ai représenté, parce que je viens d'Orléans, je vous ai représenté en images un peu les traitements. Donc vous avez du feuillu, vous avez du résineux, vous avez donc en haut de la futée, et puis en haut à droite, alors j'hésite un peu sur le fait que ce soit vraiment du taillis, mais vous voyez que vous avez un mélange de différents diamètres. Donc on a vraiment ces différents faciès au sein du massif d'Orléans. Si je devais vous le présenter en quelques mots, on a le massif d'Orléans avec Orléans qui est juste en dessous, sur la partie ouest. Et puis à mesure qu'on va vers l'est, on a un sol qui est de plus en plus sableux.
sablonneux. Et donc, on a tendance à avoir de plus en plus de résineux. C'est un peu de plus en plus pauvre aussi, ce qui explique notamment que la proportion feuillus résineux soit peut-être un petit peu plus importante au niveau résineux en forêt d'Orléans qu'ailleurs, sachant que, je vous le dis à l'occasion, la forêt d'Orléans est la plus grande forêt domaniale de France, puisqu'elle fait 30 000 hectares. Alors, ce n'est pas le plus grand massif de France, puisque le plus grand massif de France, alors on ne va pas faire la question-réponse, mais c'est le massif des Landes. Il fait 1 million d'hectares, hein, c'est du résineux. Mais voilà, la forêt domaniale d'Orléans tire quand même bien son épingle du jeu. Donc diversité d'âge, vous voyez là aussi, c'est-à-dire que je vous prenais l'exemple d'une futée cathédrale, donc avec le peuplement qui est adulte. À un moment donné, et c'est l'image que vous avez au milieu en bas, avec la souris, je peux peut-être vous la montrer. Voilà, ici. Là, vous rendez compte assez facilement que c'est un peu clairsemé. C'est-à-dire que vous avez des arbres adultes, là, qu'on appelle des semenciers à ce stade. Et donc, l'objectif maintenant, alors c'est des arbres qui ont été sélectionnés, hein, c'est donc plutôt des arbres d'œuvre et de belle qualité. Mais en plus de ça, on va leur demander d'apporter un dernier service avant d'être coupés, c'est-à-dire de semer, de mettre leur... Ben voilà, les glands tombent, et comme on a ouvert le peuplement, vous voyez que c'est clairsemé, comme on l'a ouvert, il y a de la lumière au sol, et le chêne, pour pousser, a besoin, au stade du semis, a besoin d'avoir de la lumière. Et donc c'est cette opération-là, et c'est grâce à cette, on va dire, c'est plus qu'une éclaircie, à cette coupe, que les glands vont pouvoir pousser. Et ensuite, on arrive à cette image-là. Alors on arrive déjà ici, là, avec un tapis de semis de chêne. Et ensuite, eh ben, on arrive ici à différents stades, hein, donc ça pousse. Et voilà à quoi ressemble en fait la futée régulière quand elle est jeune. Et c'est vrai que souvent dans l'esprit des gens, pour reprendre un petit peu les aspects paysagers, eh ben, c'est vrai que c'est agréable d'avoir une forêt comme ça, avec des grands arbres. Là, on se dit, oh là là, ça tourne mal. Et puis quand on arrive ici, on se dit, bah mince, ils nous ont tout coupé, à quoi ça ressemble ça maintenant? Ben ça, c'est autant de la forêt. Tout ça, c'est quand même que de la forêt. Et pour arriver ici, il faut passer par là, par là, par là. Donc, en futée régulière. En futée irrégulière. Comme ça se fait de manière un peu plus pied à pied, on n'a pas les mêmes problématiques. Et donc, typiquement, et pour prendre en compte les éventuelles remarques qu'il peut y avoir sur ces changements paysagers, en région Île-de-France, pour l'ensemble de la direction Île-de-France de l'Office national des forêts, on est passé à la futée irrégulière parce que voilà, le public qui fréquente la forêt nous a vraiment exprimé cette demande de l'avoir moins changé, moins brutalement. Voilà. Ensuite, alors je voulais vous parler de biodiversité et de diversité, mais en vous faisant remarquer aussi qu'en forêt, on n'a pas que des arbres, on a aussi d'autres milieux, alors qui peuvent être en forêt, comme des mares, ou qui peuvent être même à côté de la forêt, comme des dunes. Et typiquement, le littoral atlantique est propriété domaniale, lié attenant à la forêt domaniale et géré par l'ONF aussi. Et c'est vraiment un terrain de jeu très très important de gestion pour nous sur ce littoral. Évidemment, vous avez aussi, on l'a dit dans les loges, les chauves-souris qui se mettent dans les trous de pique, mais voilà, on peut aussi en avoir qui se mettent sous les ponts, qui se mettent éventuellement dans les maisons forestières. Donc voilà, ça nous fait un certain nombre d'espèces à gérer et qui nous amène aussi à se spécialiser, ce qui est vraiment un enjeu pour nous. Donc vous voyez, voilà, 80% de biodiversité, ça fait forcément aussi un certain nombre d'espèces représentées en forêt plus qu'ailleurs. Alors un petit coup de zoom encore, désolé pour la forêt domaniale d'Orléans, mais pour vous montrer que les mares peuvent même avoir la taille d'étangs, et parfois l'ONF est amené à gérer des digues, hein, avec tout ce que ça implique, hein, de réglementation, de prise en compte des risques aussi. Et puis on a des espaces ouverts, alors qu'on laisse ouverts, même qu'on fauche parfois, pour conserver telle orchidée ou telle autre espèce. Elles sont le long des routes. Elles servent aussi au gagnage typiquement des animaux, hein, donc cerfs, chevreuils aussi. Et on peut en avoir aussi sous les fils électriques, puisque
Compte tenu de la surface, je n'ai plus en tête le linéaire des lignes électriques en forêt domaniale, mais c'est loin d'être anodin. Voilà, alors quelques illustrations de la diversité de la flore, hein, évidemment, des jacinthes, des anémones, du hou, de la lisier terminale, j'en passe, des orchidées. On a de l'arnica même. Là, j'ai aussi encore un peu zoomé sur mon coin, mais autour de chez vous, vous assortez ça encore avec de la flore montagnarde, hein, qui n'est pas très loin d'ici. Et c'est vraiment qu'une petite illustration, avec des flores spécifiques aussi en fonction des habitats, hein, ce qui nécessite qu'on ait une gestion adaptée de ces habitats-là. Donc le flûteau nageant. On a aussi ici, que vous connaissez peut-être, elle est où ma flèche? Là. Ça vous dit quelque chose, non? Ceux qui sont dans la salle, cette espèce de chose. Ça, c'est la Drosera. Donc ça a la particularité d'être un petit peu collant. C'est une plante carnivore en fait. Donc les insectes se retrouvent englués et puis ensuite ça capture l'animal et puis il est digéré tranquillement. Bon, je passe les mousses, il y en a une grande diversité et d'ailleurs c'est plutôt une famille qui est assez peu connue et donc sur lesquelles mousse, lichen, l'ONF a vraiment dû développer une compétence. Et puis les plus grands animaux, qui vous parlent peut-être plus à vous, hein, vétérinaires. Donc voilà, problématique et éventuellement aussi hein, de maladies potentiellement. Alors j'ai été amené à m'occuper justement de la gestion de la chasse en Normandie. Et on avait un massif qui s'appelait le massif de Bretonne, dans lequel on avait détecté, alors ça avait plutôt été détecté dans les élevages autour, hein, mais on avait détecté de la tuberculose. Et donc on connaît la sanction, hein, où malheureusement la conséquence d'une détection de tuberculose dans un élevage, c'est radical. Mais quand la tuberculose se retrouve également dans la faune sauvage, on voudrait bien être radicaux, mais ça peut poser des difficultés. Donc ça a nécessité une gestion très forte de la faune sauvage. On peut le dire, hein, quasiment l'éradication des cerfs de ce massif, qui a été difficile d'ailleurs, hein, puisque sur 6000 hectares, quand il faut courir après la dernière petite harde avec les animaux qui restent, qui sont souvent un peu les plus malins, en tout cas ils se sont aperçus qu'ils étaient cherchés. Voilà. Et puis on avait la particularité aussi du sanglier qui faisait des nodules et qui finalement avait la capacité de conserver la tuberculose mais sans la diffuser, ce qui nous posait un petit peu aussi un problème puisque non seulement il résistait, mais contrairement au chevreuil qui tout de suite était malade et mourait, mais quelque part il l'a repropagé aussi. Donc voilà, il y a eu un petit lien et j'ai été amené à travailler sur ce sujet avec les services vétérinaires, enfin la DDPP à l'époque. Voilà. Je vous passe les oiseaux. On y reviendra parce que la prise en compte des oiseaux et typiquement de nids d'oiseaux en haut d'arbres nous oblige évidemment à déjà à pas couper les arbres, ça va de soi, mais aussi à prendre en compte la tranquillité, la quiétude pour ces animaux au moment de la nidification. Voilà, je passe. Hein. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous intéressent, après on pourra revenir dessus. Tout un monde, hein, toutes ces espèces, y compris jusqu'à la fonge. Et j'ai une pensée pour notre forestier naturaliste, expert de la fonge, là, qui souhaite vraiment qu'on fasse... qu'on redonne toute la place que méritent les champignons en forêt, et en particulier dans ces espaces, dans ces forêts subnaturelles, hein, dans ces trames de vieux bois qu'on souhaite répartir sur nos massifs. Je vous en reparlerai aussi un petit peu après, et où évidemment le champignon a toute sa place. Là,
je ne peux pas passer sur l'outre-mer sans au moins faire une diapositive un peu plus conséquente. Hein. L'outre-mer, évidemment, c'est un hotspot de biodiversité. Hein. Il y a un fort enjeu où l'Office des forêts est aussi attendu hein, pour une gestion exemplaire. On a une direction spécifique pour l'outre-mer et on est représenté, comme vous le voyez sur la diapositive, je vous transmettrai le support, dans l'ensemble des... voilà, Antilles, Réunion, Mayotte, Guyane évidemment, hein, qui est le plus gros massif. Et je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit 1300 espèces, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que justement ça doit être ce chiffre-là. Donc voilà, on parlait des 5 essences aux 2000 m². Là, je pense que rien que sur la photo, sur quelques mètres carrés, on les a déjà largement. Voilà, c'est bien tout ça, c'est beau la biodiversité, mais finalement, nous, est-ce qu'on en a besoin? Et puis, comment est-ce qu'on la gère? Alors, quelques illustrations. Voilà, j'allais dire... alors, je ne retrouve pas le terme en agriculture, mais il y a un terme qui dit qu'en fait, ces espèces qui sont un peu variées, c'est souvent des auxiliaires, c'est souvent des aides en fait pour notre gestion. Et bien nous, c'est tout à fait le cas aussi en forêt. Par exemple, cette chauve-souris là mange des chenilles défoliatrices. Donc défoliatrices, vous voyez vite ce que ça fait sur les arbres. Ça les affaiblit, ils perdent donc ils ont moins de feuilles. Et bien voilà, on a le murin de Bechstein qui nous en avale avec voracité des centaines de milliers. On a aussi la mésange, tout simplement, hein, qui régule les populations. Hein. Plus il y a d'insectes, plus il y a de mésanges, j'allais dire moins il y a d'insectes, mais tout ça, ça s'équilibre. Donc on a besoin de cette biodiversité pour ces équilibres. On a aussi d'autres espèces enfin, il y a d'autres illustrations hein, sur les chenilles. Il y a également le hanneton, qui pour nous est vraiment un ravageur, hein, en particulier sur nos arbres, quoi. Et les scolites aussi, dont vous avez dû entendre parler, notamment avec le dépérissement. Donc, changement climatique, les forêts rougissent un peu. Hein, on voit de plus en plus de forêts qui s'affaiblissent, qui perdent leurs feuilles. Et souvent derrière, on a une augmentation très forte des scolites qui raffolent en fait des arbres qui dépérissent et des arbres morts. Donc voilà, je vous ai parlé plusieurs fois des forestiers naturalistes. Donc on a constitué depuis, alors je crois que ça fait une vingtaine d'années maintenant, des réseaux de forestiers naturalistes. Alors la particularité, on me demande souvent, est-ce que vous travaillez avec des écologues ou avec des organisations scientifiques? Eh bien oui, d'une part on le fait, hein, on a des partenariats avec des centres de recherche, mais on a aussi chez nous des forestiers qui passent des diplômes d'université, qui mènent des études, mais en plus d'être écologues, ils sont forestiers. Et on tient absolument à ce qu'ils gardent cette double compétence, puisque non seulement ils sont capables d'identifier ce qu'ils voient, mais en plus de ça, ils peuvent les traduire sous forme de prescriptions, sous forme de pratiques de gestion, ce qui pour nous est essentiel, ce qui nous permet, par rapport aux espèces rencontrées, de savoir quoi faire. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps, je ne me souviens plus trop. Il faut que je termine vers quelle heure à peu près? Ah, c'est bon. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, alors maintenant que je vous ai dit, alors j'ai un tout petit peu anticipé sur cette diapo, puisque je vous ai dit que nos naturalistes avaient tendance à nous donner les pratiques de gestion. Donc oui, je reconnais que la biodiversité, on la gère comme finalement les autres fonctions. Le terme de fonction, je sais que quelquefois est un peu décrié parce que ça a un côté un peu utilitariste à la forêt, mais pour comprendre, c'est important d'identifier et de nommer. Donc, je vous propose cette diapositive-là avec des verbes qui permettent de mieux comprendre. On a besoin de valoriser la forêt, ça veut dire avoir un produit qu'on vend, un produit qu'on utilise. La production de bois, ça permet de fabriquer évidemment des maisons, ça permet de se chauffer, ça permet de faire plein de choses. Ça permet aussi de faire des composants
des composants de voitures, autre chose comme ça, hein, avec la sciure ou autre. Donc il y a beaucoup de valorisation et le bois est un matériau qu'on redécouvre d'ailleurs, typiquement en termes d'isolation. Le bois est aussi valorisé hein, pour faire des tonneaux notamment, et les grands crus demandent d'avoir un certain type de chênes qui ont poussé d'une certaine manière. Et donc on a en forêt domaniale, typiquement dans la vallée de la Loire, hein, et jusqu'en Bourgogne, enfin je ne veux pas oublier des régions, mais une des plus belles valorisations du bois économique, hein, enfin une des plus importantes pour nous, c'est notamment le mérin. Après, il y a aussi des niches qui sont très importantes, d'où l'importance aussi d'avoir des essences variées, d'avoir aussi, et je ne les oublie pas, une filière de transformation de ce bois qui est présente, qui est innovante, qui est là pour à la fois prendre le bois, mais aussi pour à qui on peut le donner. Donc tout ça, c'est une structure et qui est vraiment importante en France et qu'il faut qu'on préserve et elle-même qu'on valorise. Voilà. Ensuite, accueillir. Alors, particulièrement pour les forêts publiques, c'est une mission qui est confiée. Pour les forêts domaniales, sauf cas particulier, les forêts domaniales sont ouvertes au public. Alors, il ne faut pas que ça porte préjudice à la forêt, mais donc ça doit être géré aussi. Mais c'est vraiment un service qui est intégré. La biodiversité, on l'a dit, hein, oui, conserver des espèces, maintenir des espèces, c'est un enjeu qui est important et qu'on doit maintenir pour la société, pour les espèces elles-mêmes. Et ensuite, il y a tout un ensemble de fonctions de régulation, de fonctions de stockage de carbone, également d'épuration de l'eau, hein, puisque quand on a des bassins d'alimentation de captage et qu'il y a un massif forestier, je dirais que ça fait souvent une surface sur laquelle on a une certaine garantie de qualité de l'eau. Et également les risques naturels. Donc là, on a cité, enfin dans l'image plutôt l'érosion, hein, donc le maintien des sols grâce à l'enracinement, des peuplements, parmi les choses à gérer, hein, et les préventions de risques, il y a également les incendies en forêt. Hein. Donc ça fait partie de toutes les gestions qui sont faites, puisque pour diminuer les risques d'incendie, vous savez, on débroussaille, on fait des pare-feux. Donc voilà, tout ça, c'est la gestion multifonctionnelle. On va plutôt focaliser sur la biodiversité, donc les réseaux trophiques, tout ça, vous devez bien connaître. On va juste distinguer la biodiversité courante et la biodiversité remarquable. Là encore, c'est des mots qu'on peut prendre un peu avec des pincettes, puisque finalement, quelle biodiversité peut être si courante, je veux dire. Mais de notre point de vue, ça nous permet de différencier ce qui est une biodiversité qu'on connaît, qu'on identifie, qu'on suit et qu'on prend en compte, mais qui est assez générale et qui rentre vraiment dans notre gestion courante, qu'on appelle le régime forestier, et la biodiversité remarquable, c'est-à-dire que là où on décide, parce qu'il y a cette espèce-là, parce qu'il y a cet habitat-là, de mettre la priorité sur la gestion de cette espèce ou de cet habitat. Voilà, donc gestion courante, une intégration dans notre gestion habituelle, on a des instructions pour ça. Gestion dédiée demande une gestion qui est vraiment localisée. Alors on a, entre guillemets, inventé un concept qui s'appelle la forêt mosaïque. L'essentiel, c'est pas tellement le concept, c'est plutôt la manière de le mettre en œuvre. Forêt mosaïque parce que, en fait, selon les endroits, selon le climat, selon le sol, selon un certain nombre de choses, eh bien, on a des caractéristiques. Et l'important, c'est pas tant de se dire que partout, tout doit être au maximum de la variété, mais c'est de se dire aussi qu'il y a à la fois différentes échelles de biodiversité et que l'idée, c'est de les intégrer. Donc, bien sûr, il faut être attentif et il faut prendre en compte cette biodiversité, mais quelque part, la traduction de cette forêt mosaïque nous dit qu'il y a besoin d'avoir des interconnexions, des endroits de réservoir, et donc c'est ça qu'on met en œuvre dans notre gestion. Ça paraît un petit peu conceptuel, hein, de fait, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc je vous citais les partenariats, les études, l'innovation, donc déjà connaître,
Et puis, vous avez vu dans la carte précédente, on reprend finalement un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire des diversités d'essences, des diversités de traitement, donc futaies régulières ou futaies irrégulières, des diversités de régénération, donc plantation ou pas, des espèces qui sont à enjeu et qu'il faut gérer particulièrement. Enfin voilà. Donc ça, c'est un petit peu la mise en image de cette forêt mosaïque. Alors maintenant, je voudrais vous présenter quelques exemples un peu clés pour que vous compreniez mieux ce que je voulais dire par prescription tout à l'heure. On avait pris l'exemple de mares forestières. Il y a certaines forêts où les mares sont très 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 nombreuses. Alors elles ne sont pas toujours permanentes, hein, mais c'est des endroits où régulièrement on a de l'eau qui est présente et on a des espèces caractéristiques de ces endroits-là. Et vous voyez l'image du forestier qui s'occupe surtout de bois. Là, peut-être que vous allez vous dire que c'est un peu plus complexe que ça, puisque typiquement les mares, elles nécessitent une gestion particulière. Donc, elles nécessitent un protocole, elles nécessitent de s'y prendre d'une certaine manière. On ne fait pas tout et n'importe quoi avec une mare, et parce qu'il y a des problématiques d'hydrométrie, enfin de gestion de niveau d'eau, je veux dire plutôt. Et donc voilà, il faut connaître cette mare, savoir à quel type de mare elle correspond, et puis ce qu'on peut y faire. Donc ça fait partie typiquement des études qu'on mène tous les ans grâce à une mission qui s'appelle la mission d'intérêt général, biodiversité et paysage, et donc qui nous est confiée par le ministère de la Transition écologique et qui correspond typiquement à une gestion dédiée. Voilà. Une petite explication sur ces mares. Vous allez me dire, mais les mares, bon, elles se remplissent, elles se vident, il pleut pas. Oui, peut-être. Mais avec le temps, elles s'atterrissent, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se remplir de terre. Ça veut dire que, alors peut-être que dans vos formations aussi, vous vous occupez de pisciculture et de choses comme ça, je ne sais pas trop, mais c'est aussi une problématique qu'on doit rencontrer pour ces gestions-là, puisque quand il y a plus de terre, il y a moins d'eau, c'est mathématique, et donc moins il y a d'eau, plus ça stagne, plus ça s'eutrophise, donc plus il y a de matière organique, et à la fin, finalement, la mare disparaît. Donc si on met ça en image, l'idée, vous avez compris, c'est de restaurer, de recreuser, etc. Mais je vais vous montrer ça en image. Quand on met ça en image, on a quelque chose d'assez démonstratif ici. Là, ça commence à devenir du lourd. Alors, c'est pas forcément recherché que ce soit lourd, parce que dans les zones où il y a des mares, ça peut être un peu humide. Et puis, il faut réussir à trouver le bon compromis entre l'engin qui va creuser et puis que ça ne crée pas plus de dégâts que ça n'en règle. Sachant qu'en plus, je ne vous l'apprends pas, mais au niveau de l'eau, comme de tous les domaines de l'environnement, il y a une réglementation qui est importante, et tout ce qui est travaux, création, etc., tout ça doit être mesuré en fonction de l'impact que ça a, donc nécessite des déclarations, des autorisations, etc. Donc là, vous avez, je vais y arriver, je vais vous montrer toutes les images, ce sera plus simple. Donc là, vous avez typiquement une mare qui est complètement couverte de végétation. Ici, là, vous voyez ma souris peut-être là, non? On la voit pas. Comment ça se fait? Moi, je la vois. Bon, écoutez, en haut, c'est la mare qui est végétalisée, quoi, et qui, si on la laisse comme ça, ne sera plus une mare. Et en bas, au milieu, c'est les interventions, et en bas, tout en bas, c'est le résultat. Et vous voyez typiquement, pris par drone, la différence entre le début et la fin. Alors, la première réaction, quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, mais quel massacre, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, je pense que ça n'a pas été tout à fait pris la même saison. Mais surtout, forcément, quand on remue de la terre, il y a à la fois la terre sur laquelle l'engin circule, mais aussi celle qu'on a extrait de la mare et qu'on a remis à côté, qui fait qu'en fait, ça donne ce paysage un peu plus lunaire, mais qui, je vous le garantis, très rapidement, vient se revégétaliser autour, mais en tout cas permet, un temps donné, d'avoir une mare qui non seulement est plus profonde, mais qui aussi bénéficie de la lumière, ce qui est aussi important pour la mare et pour les espèces, quoi. Donc derrière, il y a des suivis, on en profite. En fait, toutes les occasions sont bonnes.
En vous disant ça, je pensais typiquement à un autre cas où on a aussi, où l'occasion a été bonne, malencontreuse, mais bonne. Et c'était, alors là c'est le cas de la mare, je digresse un peu, mais on avait eu l'occasion de faire des inventaires naturalistes sur la Thèse de Buch, juste avant que ça brûle. Vous savez, il y a eu des incendies importants là-bas. Et donc, en fait, on a eu des données extraordinaires avant. Et puis, on pensait que ça s'arrêtait là, quoi. Et puis après, ça a brûlé. Donc, c'était un peu... Hein. Et ensuite, on y est surtout retourné parce que ça nous a permis de se rendre compte de l'avant, de l'après, de voir quelles étaient les espèces qui recolonisaient. Et puis, on va continuer à suivre pour se rendre compte de quelle manière... Avouez que c'est quand même, c'était un peu une occasion parce que bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on crée soi-même. Et voilà, donc ça, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment important, typiquement dans la gestion forestière, de pouvoir s'adapter aux situations. Et puis voilà. Je referme la parenthèse. Je vous disais tout à l'heure, les IOTA, enfin les autorisations de loi sur l'eau, oui, on a un cadre réglementaire quand même qui est assez strict et qui permet aussi de cadrer notre gestion. C'est à la fois le code forestier, je vous ai parlé de régime forestier. Alors c'est un terme qui est un peu consacré. Et le régime forestier, c'est en fait l'intervention de l'ONF. C'est ce que fait l'ONF dans les forêts publiques. Donc c'est cadré, il y a à la fois des détails et des définitions qui sont données, qui sont précisées dans des documents cadres à la fois nationaux mais aussi plus régionaux. Et il y a également une charte avec la Fédération des communes forestières, puisque je vous ai pas mal parlé des forêts domaniales dont l'État est propriétaire, mais il y a également typiquement les communes forestières qui sont aussi des propriétaires des forêts qu'on gère. Voilà, je vais passer les réglementations. Vous savez qu'au niveau environnement, il y en a pas mal. Au niveau également de l'ONF lui-même, on a souhaité développer. Alors au début, on a eu des certifications ISO, à la fois de qualité et d'environnement, et puis après, on a eu des certifications. C'est-à-dire des certifications de la gestion forestière durable, donc PEFC ou FSC. Et donc ces certifications ont des standards, des référentiels avec des exigences et des critères. Et donc toutes les forêts domaniales sont certifiées PEFC et on a un certain nombre de forêts qui le sont également FSC. Donc deux standards différents, mais voilà, sur lesquels on a souhaité inscrire notre gestion. Voilà. Et je vous ai parlé déjà de l'AMIC, donc je vais passer. L'AMIC sur la biodiversité, c'est quand même l'essentiel de cette mission d'intérêt général, pardon. C'est quand même l'essentiel de nos soutiens. Après, évidemment, il y a des enjeux locaux. On travaille avec des partenaires aussi sur les réserves qui sont des réserves naturelles ou des réserves biologiques chez nous. Voilà. Mais je pense qu'on peut passer ça. Je voulais quand même m'arrêter un tout petit peu sur la politique environnementale. Donc elle a 5 axes majeurs pour nous. Donc c'est à la fois la biodiversité en est un, c'est aussi le sol, l'eau, les paysages et l'éco-responsabilité qui est plus axée sur les déchets et tout ça. Mais ça veut dire que la biodiversité, elle est pas isolée. Ça veut dire que quand on intervient en forêt, vous voyez en premier plan la tronçonneuse, eh bien, il faut qu'on intègre l'ensemble de ces enjeux, ce qui nous amène à rédiger des cahiers de prescription qu'on joint en fait au contrat qu'on signe avec nos prestataires ou qu'on s'applique à nous-mêmes quand c'est nous-mêmes qui intervenons. Je vais peut-être un petit peu plus rentrer dans le détail, mais quand on dit on gère les forêts, dans le détail, ça veut dire que quand on arrive dans une forêt, on établit déjà un état de la situation, un inventaire, et puis on prévoit aussi quelles vont être les actions à développer. Alors à la fois, ça peut être des travaux, ça peut être aussi des coupes. Donc tout ça étant un peu le cycle de la forêt. Donc voilà, donc si on fait des travaux, ça peut être des ouvriers de l'ONF, mais ça peut être aussi des prestataires externes. Et si c'est des coupes de bois, là aussi, ça peut se passer soit des bûcherons de l'ONF,
soit des acheteurs de notre bois sur pied, hein, qui est vendu. On a marqué les arbres, et puis après, c'est l'acheteur qui va en forêt, l'acheteur potentiel, il va en forêt, il estime, il donne un prix, et puis on fait un appel d'offres. Et puis ensuite, il exploite lui-même. Il est déjà propriétaire des bois, il les a achetés sur pied, et ensuite il exploite. Et donc là, évidemment, pour nous c'était déjà le cas, mais quand c'est un exploitant externe et extérieur, eh ben c'est vraiment important qu'il soit attentif, qu'il respecte la forêt. On est garant de cette forêt-là, qu'il soit attentif aussi à nos engagements de certification et autres. Et donc à ce niveau-là, on les suit attentivement. Voilà. Donc je vous disais document cadre. Donc on a une instruction de biodiversité dans laquelle l'instruction biodiversité, c'est vraiment la prise en compte de la biodiversité dans notre gestion courante. Donc ça veut dire que là-dedans, on développe un certain nombre de bonnes pratiques qui sont des obligations, hein, pas juste des recommandations, et qui peuvent être par exemple de conserver un certain nombre de bois morts debout, ou un certain nombre de bois vivants même, mais d'un certain diamètre avec des loges de pique ou autres, qu'on souhaite garder par hectare. Donc ça, c'est un engagement. Dans les forêts domaniales, il faut qu'on atteigne cet objectif-là, et on l'atteint, de nombre d'arbres habitats. Et on a aussi un certain nombre de surfaces qu'on fait vieillir plus que on va dire que l'optimum économique, ou même certains espaces qu'on laisse en se disant, là, quelques hectares, on va laisser ça comme ça, on va laisser vieillir, ça va tomber de sa propre mort. On s'en occupe plus. Alors, il ne faut pas que ce soit des zones qui soient à côté des chemins de randonnée, hein, parce que ça peut être dangereux. Mais ces petits espaces laissés en libre évolution, les arbres habitats qui tombent de leur bonne mort, tout ça, ça fait un réseau qu'on appelle la trame de vieux bois, et dont je vais vous parler aussi. Mais ça, c'est dans l'instruction biodiversité. Ensuite, les prescriptions dont je vous ai parlé, on a à la fois un cahier de prescription pour les travaux et les différents services, et puis un cahier de prescription pour les exploitants. Donc ça, c'est des documents qu'on donne en externe, hein, et sur lesquels les prestataires s'engagent. Et puis on a aussi un certain nombre de guides qui nous aident à mieux prendre en compte, je vous disais, les vieux bois morts, là, à l'instant. Ça peut être aussi un guide sur la gestion des mares, ça peut être aussi un guide sur la prise en compte des chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris. Enfin voilà. Donc on a quand même un certain corpus documentaire qui pour nous est essentiel, parce que c'est vrai que c'est quand même une grande maison, l'Office des forêts, et voilà, et la gestion, il faut qu'elle soit exemplaire, et puis aussi qu'elle soit vraiment prise en compte de la même manière, avec les mêmes bonnes pratiques partout. Voilà, je vous ai parlé d'îlots de vieux bois, je vous ai parlé un peu de réserves biologiques. Les réserves biologiques, alors si je dois serrer, on a parlé d'arbres habitat, c'est un arbre. Quand on parle d'îlots, c'est quelques hectares. Quand on parle de réserves biologiques, là, ça peut être quelques centaines, voire quelques milliers d'hectares. Et ça commence à être plus que consistant. Et dans les réserves biologiques, on peut avoir à la fois des réserves biologiques qu'on appelle dirigées. Donc par exemple, et typiquement quand c'est une réserve biologique dirigée, on intervient en faveur de la biodiversité parce qu'il y a une espèce qui a été repérée. Ça peut être un papillon, damier de la succise. On sait que ce papillon-là est là. Il est sur des coteaux calcaires, par exemple, donc des pelouses, et ça fait partie du périmètre de notre forêt. Et on intervient sur cette pelouse pour l'entretenir, pour qu'elle soit toujours favorable aux papillons. Ça, c'est un exemple. Après, on a des réserves biologiques intégrales, et là, c'est un peu le principe de la cloche, le principe des îlots de sénescence. Là, on ne touche plus, et ça a une vocation notamment aussi scientifique. Donc ça peut être des grandes surfaces, hein, et par principe, une réserve biologique intégrale, c'est même une zone qui est fermée au public. Alors je vous disais, les forêts domaniales, les forêts publiques, elles sont en très très grande majorité ouvertes au public. Là, typiquement, quand on a une réserve biologique intégrale, c'est fermé. Ça tombe sous le sens, hein, dans la mesure où on n'entretient plus, dans la mesure où les arbres vieillissent, se ramollissent, ça devient très très dangereux de circuler dans ces massifs-là.
Et ce n'est pas une responsabilité pénale qu'on a envie de devoir assumer. Enfin, on l'assume, mais on n'a pas envie qu'elle se produise. Ça, je me dis que je vais... Bon, allez, je vous mets tout d'un coup. On a quelques exemples encore de gestion de mares. Typiquement, les niveaux d'eau pour le flûteau nageant. Donc ça, c'était la petite fleur blanche que vous aviez tout à l'heure sur la flore. Là, maintenant, il y a l'arnica qui était aussi là tout à l'heure, si vous aviez bien suivi. Arnica des montagnes, hein, alors que c'est en forêt d'Orléans. Là, je vous dis ça juste comme ça pour vous montrer en quoi... Alors, je pense que l'arnica en montagne est déjà une espèce qui a une valeur patrimoniale et biologique de biodiversité importante. Mais là, typiquement, de l'arnica des montagnes en forêt d'Orléans, ça peut éventuellement étonner. Mais c'est vrai qu'en même temps, je vous disais que la partie la plus orientale était sèche, pauvre, qui veut dire sablonneuse. Ça veut dire aussi qu'elle peut être, je l'ai dit, sèche. Et donc typiquement, on retrouve des conditions qu'on peut également avoir en montagne. Voilà. Autre exemple des rapaces. En fait, j'ai pas mal défloré les sujets. Typiquement, les rapaces, quand c'est des gros oiseaux, ils ont tendance à pas mal investir dans les nids. Et une fois qu'ils ont fait un nid, ils peuvent le réutiliser plusieurs années de suite. Et donc voilà, il faut qu'on soit vigilant à conserver ces arbres-là. Ça nous demande aussi d'avoir un certain suivi pour vérifier si les nids sont occupés ou pas, parce que s'il y a nid, il n'y a pas forcément niché. Et s'il y a niché, on y fait plus attention qu'en termes de bruit, s'il n'y a personne dans le nid, ça n'a pas d'impact, alors que s'il est rempli, c'est autre chose. Donc c'est là qu'on a un périmètre de protection ou un périmètre de quiétude, selon que le nid est occupé ou pas occupé, et voilà. Oui, quand même, c'est important. Vous voyez, en toute fin, j'ai indiqué un exemple d'interdiction de travaux. Donc ça, c'est vraiment des contraintes qu'on met pour nos prestataires en leur disant désolé, là, on a telle espèce, donc vous ne pouvez pas intervenir. Donc, je vous parlais de filière aussi tout à l'heure en vous disant que c'était important de préserver la filière et tous ceux qui participent à la gestion et aux travaux en forêt. Voilà, quelquefois, en effet, les prestataires se retrouvent en difficulté quand ils peuvent intervenir nulle part parce que l'espèce, parce que c'est la période de nidification. Mais ça arrive aussi qu'ils ne puissent pas intervenir parce que les sols sont trop mouilleux. Voilà. Je vais passer un petit peu plus vite parce qu'il me semble, j'ai oublié l'heure de départ, mais il me semble le temps commence à tourner. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des vieux bois sans vous donner tout à fait les taux et les pourcentages. Donc pour votre information, je vous disais dans l'instruction de biodiversité, donc ça veut dire que c'est dans toutes les forêts, quelles que soient les forêts, on conserve un arbre mort par hectare, et on conserve 2 arbres à cavité, donc plutôt des arbres vivants, qui ont des cavités. Alors, quelquefois, les cavités, elles sont très hautes, et les arbres sont quelque part valorisables, mais on pense que c'est important de pouvoir conserver ces arbres, ces relais, quelque part, de biodiversité. Et même si les arbres ont un peu tendance à... bien sûr, ils vieillissent, et puis derrière... après la vieillesse, c'est la mort. Il y a un petit sacrifice quand même économique, on le reconnaît, mais c'est pour la bonne cause et c'est important de pouvoir conserver ces arbres qui servent de relais à des insectes comme le pic-prune, etc. Également au niveau des îlots, donc je vous disais un îlot c'est entre 1 et 5 hectares. Donc on doit conserver 2% de notre surface en production sylvicole. Donc c'est vraiment des territoires sur lesquels on exploite. Et donc 1% sont conservés en sénescence, donc là on n'y touchera plus. Et cet îlot-là, il ne faut pas qu'il bouge, autrement ça enlève tout l'intérêt. Et puis 2% qui sont en vieillissement, c'est-à-dire qu'un chêne qui généralement va, on va faire simple, 200 ans, eh bien au lieu à 200 ans de couper les derniers, comme on l'a vu sur l'image, les semenciers, là, au lieu de les couper à 200 ans, on les fait vieillir jusqu'à 400 ans. Donc ça nécessite un petit peu d'anticiper le peuplement, de s'arranger aussi pour que ce soit un peuplement sain, puisque pour pouvoir l'amener jusqu'à 400 ans, il faut qu'il ait des coupes régulières quand même, des éclaircies, mais mesurées. Mais là aussi, plus les arbres vieillissent et plus ils sont favorables à la biodiversité.
Donc, je vais peut-être vous présenter les 200 ans, les 400 ans sous forme d'un schéma. Grossièrement, un arbre, enfin un semis de chêne, pousse jusqu'à ce qu'il atteigne, on va dire, sa taille quasi maximale. À ce niveau-là, c'est plutôt un beau sujet, il est vigoureux, il a un beau feuillage, il produit bien, il a un beau tronc, il n'a pas trop de défauts. En gros, c'est le sujet idéal à couper, quoi. Et ben, c'est ce qu'on fait en général, parce que voilà, on a des enjeux économiques aussi. Vous n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit avant, hein. On ne fait pas que couper, on fait attention au territoire, etc. Mais en gros, classiquement, la gestion économique voudrait que tous les arbres qui sont à ce stade-là soient remplacés après par des plus jeunes et puis avoir un cycle un petit peu tronqué. Sauf que quand on fait ça, on a un arbre qui n'a pas encore eu tellement l'occasion de se faire piquer dans tous les sens par les pics, de prendre une fois ou deux la foudre, d'avoir des branches cassées par une tempête, et puis que ça fasse des endroits dans lesquels se logent des insectes ou autres. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on souhaite aller plus loin dans le cycle, voire même jusqu'au bout, c'est-à-dire permettre aux arbres à la fois de dépérir et puis de mourir et ensuite de tomber au sol et de faire du bois mort au sol. Alors évidemment, ce bois-là, on le récolte plus, mais bon voilà, je voulais bien expliquer, je pense. C'est notre rapport à la biodiversité, c'est un enjeu important. Donc en illustration, voilà l'arbre. On zoome un peu, on voit qu'il commence à avoir quelques champignons. Et quand on regarde de manière un peu plus globale, on s'aperçoit qu'en effet, on a de l'armillaire, on a des niches, des trous de pic au-dessus, et tout ça, c'est des zones très favorables. Et finalement, notre arbre qui, entre guillemets, meurt, au contraire, plutôt développe sa vie au travers de tous les habitants qui l'accueillent grâce à ça. Voilà, donc bon, après sur les termes, que ce soit arbre habitat, arbre bio, tout ce qu'on veut, on parle bien de la même chose. Et voilà, donc on a une fiche technique à l'ONF qui nous présente quelles sont toutes les caractéristiques, tous les dendros micro-habitats, donc que ce soit une fente, que ce soit une cuve, ça arrive aussi, hein, que des arbres qui étaient un peu rassemblés par les aléas de leur croissance et de leur vie, et former une cuve avec dedans du terreau, avec de la matière organique qui s'est accumulée. Et voilà, forcément, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont utilisés par la nature. Et je parle pas des espèces qui sont d'ailleurs, pour certaines, exclusivement liées au bois mort et pour lesquelles il est vraiment d'un enjeu important de les conserver. Voilà. Donc ça, alors pour vous montrer sur plan, c'est le cas de le dire, ce que ça donne. Je vous ai expliqué tout à l'heure aussi que la gestion forestière, c'était rédigé, enfin ça a commencé par un document de gestion qu'on appelle pour les forêts publiques un aménagement forestier. Donc cet aménagement forestier, c'est un peu notre fil conducteur pour la gestion, à la fois pour faire les travaux et faire les coupes. Et donc il est essentiel, si on a des zones qui doivent avoir une gestion particulière, qu'il soit indiqué dans ce document de gestion. Donc là, la transcription... alors là, on est dans un contexte plus macro pour commencer avec différentes propriétés, oui, c'est bien ça. Donc à la fois du public et du privé. Il peut y avoir des réserves naturelles qui peuvent être privées d'ailleurs, hein, ou gérées par un conservatoire d'espaces naturels ou autre. Et puis des réserves biologiques qui sont en forêt publique. Et voilà, on a tout intérêt à constituer une trame de ces espaces-là et de les relier entre eux, un peu en pas japonais si vous préférez. Donc concrètement, dans un aménagement forestier, alors un aménagement forestier, ça commence un peu comme ça, c'est-à-dire c'est un plan avec des polygones qui peuvent être carrés, triangulaires ou voire un peu tarabiscotés, et avec chaque parcelle qui a son numéro. Dans notre gestion traditionnelle, chaque parcelle, c'est une unité de gestion. Ça veut dire qu'au sein de la parcelle, on a une pratique. C'est-à-dire que si on enlève des arbres, on fait une éclaircie. On fait une éclaircie pour l'ensemble de l'unité de gestion. Si on a prévu de faire une coupe définitive, on enlève les derniers.
eh ben, on le fait pour l'ensemble de la parcelle. Et typiquement, dans la futaie régulière, les arbres d'une même parcelle, ils ont à peu près tous le même âge, quoi. Voilà. Et donc, ça nous permet d'intervenir. On sait qu'on est allé dans la parcelle 1, la 5 et la 10. L'année suivante, je caricature, on va dans la 6, dans la 2, la 6, la 11. Vous voyez, il y a une espèce de roulement, de manière à ce que, à la fin, quand dans la parcelle 1, le chêne est en semis, et bien à la fin, dans la parcelle, on va dire 199, c'est la coupe définitive, et puis hop, il repasse en... Alors, il ne change pas de numéro, mais vous voyez, les successions se font avec ces numéros-là. Donc, ce que je voulais vous illustrer, en tout cas par ça, c'était vous montrer qu'il était essentiel que les îlots soient bien intégrés dans nos documents de gestion pour qu'ils soient bien respectés par les prestataires. Voilà, j'ai pas trop insisté, mais je vous le redis quand même juste. Les îlots de vieillissement, les îlots de sénescence, là, ça s'applique vraiment aux forêts de production, c'est-à-dire là où on pourrait exploiter. Mais sachez quand même que ce qui n'est pas îlot de Sénéin, le reste, il n'est pas forcément exploité par tous. Donc il y a des endroits où on n'exploite pas parce que c'est pas rentable, il y a des endroits où on n'exploite pas parce que c'est pas accessible. Donc il y a des zones qui sont simplement, on dit hors sylviculture de production, qui sont simplement pas exploitées, et ça représente quand même la bagatelle de 25% des forêts domaniales. Voilà, que vous le sachiez. Voilà. Là, j'ai l'impression, comme on a discuté, Thomas, je vous ai expliqué pas mal de choses. J'ai l'impression que finalement, on revient dans des sujets que je vous ai déjà expliqués. Là, j'avais prévu dans cette séquence-là un zoom un peu plus particulier sur certaines prescriptions. Et je vous les ai listés au tableau, enfin listés à l'écran. Et j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé, donc je veux pas trop les détailler. Donc c'est à la fois des dates d'interdiction de pratique. Ça peut être aussi donc les cours d'eau, les zones humides. Donc comme je vous ai dit, ce cahier des prescriptions, il a des prescriptions générales et il a des prescriptions un peu plus particulières quand l'enjeu est vraiment sur place. C'est donc partagé avec le bûcheron, le débardeur ou l'entrepreneur de travaux de manière à être respecté. Quand je dis c'est partagé, ça veut dire qu'on ne lui demande pas juste de nous signer un petit papier comme quoi il l'a lu, c'est-à-dire qu'on lui met dans son contrat, on lui encadre en rouge et puis on lui précise vraiment que là, typiquement, il ne doit pas aller dans cette zone de la parcelle parce qu'il y a des blaireautières, c'est-à-dire des terriers de blaireaux. Il faut pas qu'il aille ailleurs parce qu'il y a de l'engoulevent ou je sais pas, ou un rapace. Voilà. Et ça, c'est pour celui qui fait des travaux, mais pour celui qui coupe les bois, c'est pareil. Il faut qu'ils prennent en compte les espèces sensibles, les périodes sensibles, parce qu'une fois qu'on lui a vendu le bois sur pied, il a 1 an, il a 2 ans pour l'exploiter, pour le couper, mais c'est pas pour autant qu'il peut le faire quand il veut, quand il a le temps. Il doit toujours respecter ses exigences, et qui pour nous sont d'autant plus importantes que c'est des engagements qu'on prend pour l'ensemble de nos surfaces, quel que soit le prestataire qui intervient. Voilà. Alors, je voulais vous faire une dernière petite séquence sur... alors, ça va être une séquence un peu Kleenex, mouchoir. Alors, ne pleurez pas. Mais on va parler un peu des menaces et des incertitudes de demain. Jusqu'à présent, alors, bien sûr, le métier de forestier est un métier technique, un métier aussi d'expérience, où les générations de forestiers... se confient un patrimoine en transmettant leur forêt, on peut dire leur forêt. Donc, pour produire un chêne, je vous disais 200 ans, vous voyez qu'il faut un certain nombre de générations de bûcherons, de forestiers, un certain nombre de générations de forestiers pour que, entre celui qui a fait l'opération d'éducation des semis pour les faire grandir, jusqu'à celui qui va exploiter ces anciens semis-là, il se passe quand même beaucoup de temps. Et voilà, et on constate maintenant que les certitudes d'hier sont plus forcément celles de demain. Et
et que notre métier doit réinterroger ses pratiques. Alors ça c'est bien, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps, mais non seulement oui, la société change, mais on s'aperçoit également que l'environnement change et il change assez rapidement. Donc quelques chiffres quand même. Ce qu'on appelle les produits accidentels, hein, c'est le bois qui tombe alors qu'on ne l'a pas touché. En gros, quand il y a une tempête, quand il y a des problématiques comme ça représentait jusqu'à présent quelques pourcents, hein, de notre récolte. Donc il y avait toujours quelques arbres qu'on exploitait parce que voilà, il y avait eu un coup de vent. Ou parce que voilà, ils avaient été attaqués par un insecte. De quelques pourcents, on est passé quand même en 2020 à 34%. Donc c'était quand même l'année catastrophe. Bon, depuis ça s'est un petit peu réduit, mais voilà. Bien sûr, on est tous au courant des évolutions de température, de sécheresse, hein, mais on a eu aussi peut-être un petit effet retard. Et après des années très sèches, les arbres avaient plus ou moins tenu, et voilà. Et en tout cas, en 2020, on s'est aperçu qu'il y avait une quantité très importante de produits accidentels. On a aussi un département, alors c'est pas l'ONF, même si on a des correspondants à l'ONF qui participent à ce département de santé des forêts, mais en gros, à l'ONF, il y a des observateurs, comme en forêt privée, hein, et ils suivent, et ils sont contactés d'ailleurs quand tout d'un coup, il y a une maladie ou il y a quelque chose, un espèce de réseau d'alerte. Et le département de santé des forêts donne des conclusions sans appel, hein. Les peuplements sont de plus en plus attaqués, de plus en plus sensibles. Et ils s'aperçoivent également, je pense que c'est peut-être aussi pareil dans le domaine animal, où on s'aperçoit de nouveaux ravageurs, d'espèces exotiques envahissantes et de choses comme ça. Donc, espèces exotiques envahissantes, d'ailleurs, c'est autant le végétal que l'animal, quoi. Mais donc, il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça, c'est l'IGN. Donc l'IGN comporte un inventaire forestier national. Donc l'IGN apporte des données statistiques sur les forêts, et donc les mesures, hein, ils ont tout au long de l'année des personnes qui parcourent de manière statistique les peuplements forestiers pour nous permettre de piloter, pour nous rendre compte aussi des proportions, des accroissements, c'est-à-dire de la production moyenne des peuplements. Et ils sont aperçus que cette production biologique avait quand même réduit de 10% en 10 ans. Et une hausse de mortalité de 80% en 3 ans. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même pas très bon. Ensuite, l'équilibre forêt ongulé. Alors je pense qu'on a chacun notre part de responsabilité, mais à l'heure actuelle, en forêt domaniale, et je ne parle pas pour le privé, mais je sais qu'ils ont les mêmes problématiques. Il devient quand même très, 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 j'allais dire difficile, en tout cas courageux ou ambitieux, de vouloir faire une plantation sans protéger la plantation. C'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on est à peu près sûr que ça va mal se passer. Alors, pas à peu près sûr, parce qu'on considère quand même qu'il y a que 50% des surfaces où on n'a pas de problème d'équilibre forêt ongulée, mais dans les autres 50%, ça veut dire qu'on est obligé de protéger. Donc c'est des populations de cerfs, de chevreuils, aussi un peu de sangliers, enfin je dis un peu, non, beaucoup de sangliers, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes impacts sur la forêt, mais qui en ont aussi. Donc des populations qui ne permettent pas, en tout cas, de faire des plantations et de conduire des renouvellements, y compris par régénération naturelle souvent, hein, de manière satisfaisante. Donc tout ça se conjugue, hein, et ça rend quand même plus aléatoire maintenant, et ça nécessite d'être plus suivi, ces renouvellements. Donc aussi, dernier chiffre, vous savez que la forêt est indiquée comme puits de carbone, donc ça veut dire qu'elle capte du carbone, et ce qui représentait quand même un gros paquet d'équivalent carbone, 15% des gaz à effet de serre, hein, en 2013. Et du fait de la réduction de la production biologique, hein, du fait aussi peut-être de réduction de
de dépérissement, de choses comme ça, eh bien, on s'aperçoit que finalement, et puis peut-être aussi la chaleur et un certain nombre de fonctionnements du sol, hein, puisqu'il y a beaucoup de carbone aussi qui sont dans le sol, eh bien, on s'aperçoit que finalement le rôle de puits de carbone de la forêt n'est plus ce qu'il était, ou tout au moins semblait avoir été un peu surestimé. Donc voilà, c'est un enjeu aussi pour la forêt hein, de stocker le carbone. Vous savez qu'il y a des objectifs au niveau de l'État. Et au-delà de conserver nos peuplements, vous voyez, ça rajoute encore une petite couche d'enjeu à la forêt. Donc on estime hein, qu'on a à peu près un tiers de nos peuplements qui seront en grande difficulté dans 10 ans. Ça veut dire que si la tendance continue telle qu'elle est, on a à peu près un tiers des forêts qui vont tourner de l'œil. Ça veut dire que voilà, elles vont perdre des feuilles, ça veut dire qu'elles produiront peu de bois, ça veut dire même dans certains cas qu'elles vont sécher, avec aussi potentiellement derrière des incendies à répétition, des choses comme ça, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des solutions. Hein. Donc les solutions, elles peuvent être dans le traitement, dans la manière de gérer nos arbres. Alors peut-être réduire un petit peu leur durée de vie pour diminuer les aléas, mais ça peut être aussi changer les essences typiquement, ou trouver des essences qui sont plus résistantes. En fait, naturellement, hein, la sélection naturelle fait que les espèces s'adaptent, hein, évoluent. Mais voilà, il faut aussi laisser le temps au temps. Et là, en l'occurrence, on s'aperçoit que ça va un tout petit peu trop vite. Bon, voilà, je vous disais les conséquences hein, de ces faiblesses, de ces dépérissements. C'est à la fois des ravageurs, c'est des feux de forêt. Et je vous disais également que, ça, je vous ai expliqué tout ça. Je vais remettre encore jusqu'au bout. Et donc, voilà, dans les solutions qui sont dans notre main, on pense notamment que la biodiversité est une solution. Parce que, voilà, à un endroit donné, une essence qui a soif, peut-être que pour elle c'est trop sec, mais s'il n'y a pas une seule essence dans la forêt, mais qu'il y en a plusieurs, ça nous donne plusieurs cordes à nos arcs. Et puis aussi également entre les essences, il y a des complémentarités, donc ça donne une résilience. Qui est un terme important, c'est une résilience à la forêt. Je vous disais également tout à l'heure, je vous l'ai illustré plusieurs fois, qu'on pouvait faire évoluer nos pratiques, régénération naturelle, dès que c'est possible, parce qu'on pense aussi que là, cette régénération, parce qu'elle est locale, parce qu'elle permet un brassage génétique, a la capacité d'évoluer. Mais là où l'évolution demandée, le pas est trop grand à faire, il faut pouvoir aussi s'aider par des plantations. Mais pour planter, il faut aussi savoir comment sera le climat et puis comment va se comporter l'essence, hein, enfin l'essence, c'est-à-dire l'espèce d'arbre. Hein. Et pour ça, donc, on a besoin de faire des tests. Alors, soit on les fait dans notre gestion en plantant des espèces variées et puis on regarde comment ça se comporte. On a aussi développé un réseau d'îlots d'avenir. Donc là où on fait venir du séquoia, on fait venir... Enfin bref, des choses qu'on va chercher loin. Et puis on regarde comment ça évolue. Donc c'est des choses qu'on met en place, qui ont vocation à être observées pendant une durée longue, hein, puisque les générations en forêt, c'est pas une année, hein, vous le savez bien, c'est plutôt au-delà des 50 ans. Et on regarde comment ça évolue, on vérifie que c'est pas une essence oui, forcément elle est indigène et exotique, mais que c'est pas une essence envahissante. Donc ça c'est quand même essentiel. Et puis on regarde aussi comment elle se comporte. Et puis surtout on lui permet, on essaie d'avoir un peu d'historique, on lui permet de voir comment elle réagit avec l'évolution du climat. L'évolution du climat, hein, un forestier en forêt à côté de Blois me disait que d'après les perspectives qu'il avait, sa forêt qui était une chênaie, hein, elle a eu vocation à devenir, je crois que c'était en 2050, enfin c'est peut-être plutôt 2070 je crois, climat méditerranéen franc, c'est-à-dire quasiment Afrique du Nord, quoi. Donc évidemment, on regarde à quoi ressemblent les forêts là-bas, on regarde ce qu'on a chez nous et on se dit qu'entre les deux, il y a un pas à faire. Alors bon, voilà, on reste optimiste aussi, hein, on fait évoluer, on regarde comment ça
comme on n'a pas non plus forcément le même sol, on n'a pas forcément non plus les mêmes cycles climatiques exactement. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il faut prendre les devants et puis tester. Il ne faut pas tout chambouler parce que aussi on a, enfin voilà, la nature a aussi ses ressorts mais bon voilà, ça nécessite qu'on reste pas juste à regarder les choses évoluer toutes seules. Et je crois que je vous ai tout dit. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis un peu au regret de finir sur une note comme ça. Il faudra que je revoie quand même ma présentation de ces jours pour plutôt finir sur quelque chose de plus joyeux à la fin. Mais voilà, en tout cas, on ne perd pas espoir et on met toute notre énergie là-dedans. C'est bon. Eh ben, merci beaucoup pour cette conférence bien complète, Monsieur Bertrand. Et puis, on a un petit moment pour des questions, comme d'habitude, si vous en avez. Oui. Si on a des forêts privées, est-ce qu'on peut faire appel à vous pour avoir des conseils ou des choses dans le genre ? Alors, oui, c'est possible, mais la répartition la plus habituelle, elle est vraiment que nous, notre cœur de mission, c'est vraiment la gestion des forêts publiques. Pour la forêt privée, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il y a à la fois un établissement public, d'ailleurs, qui s'appelle le Centre national de la propriété forestière. Il y en a dans chaque région, avec des ingénieurs, des techniciens, qui sont au service des propriétaires privés. Il n'y a pas de cotisation, à ce que je sache, et ils savent qu'en frappant à la porte du centre du CNPF de leur région, ils auront des réponses. Donc ça, c'est les réponses un peu générales. Et puis bien sûr, un peu dans le pendant de notre organisation, dans le monde de la forêt privée, il y a à la fois des experts forestiers, donc qui sont des gestionnaires privés et qui ont vraiment enfin voilà, là c'est des contrats qui peuvent gérer des forêts. Il y a également des coopératives, donc qui en général vont, enfin au-delà de la gestion, puisqu'ils exploitent même et ils organisent également les travaux et la gestion et l'exploitation, pardon. Et puis il y a également enfin d'autres organisations possibles. Sachant que, mais c'était un peu aussi, il y avait un sens dans votre question aussi qui pouvait être ça, c'est que un propriétaire privé, il peut aussi gérer lui-même sa forêt. Mais bien sûr, pour ça, il faut qu'il soit un peu formé, un peu aidé aussi. Ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas cité parce que pour nous, c'est moins le cas, mais c'est quand même le cas. Mais un des facteurs de biodiversité de la forêt, c'est aussi la biodiversité des propriétaires. Donc selon les enjeux, si le propriétaire est chasseur, si il est plutôt naturaliste, voilà, chacun aura un peu ses enjeux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un gestionnaire qui pourra prendre en compte ça. Mais il y a quelques forêts privées qui sont gérées par l'ONF, mais c'est plutôt anecdotique. Merci. D'autres questions ? Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que, enfin, je sais pas, je connais pas trop les techniques de coupe ou de comment on peut, couper les arbres au niveau d'une parcelle, mais est-ce qu'il y aurait une technique de coupe qui permettrait justement d'éviter de trop, entre guillemets, décimer, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais une parcelle pour justement favoriser vraiment la pousse et la biodiversité, etc. Enfin. Oui, c'est une très très bonne question. Donc en fait, chaque essence d'arbre a ses caractéristiques de croissance, donc il pousse plus ou moins vite. Chaque essence a aussi ses besoins, donc plus ou moins de lumière. Et en fonction de ça, le forestier qui souhaite une fonction ou une autre, il va un petit peu jouer sur ces facteurs-là. Et selon son objectif, selon l'essence, selon le sol aussi, sa capacité, il va doser en fait les éclaircies.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dosage de lumière. Donc les essences qui ont besoin de beaucoup de lumière au départ, on voyait le chêne tout à l'heure, il n'y a pas tellement d'autres choix. Il faut qu'il ait de la lumière pour pousser au départ, sinon tous les glands, ils ne poussent pas, quoi, ils ne germent pas. En revanche, on a certaines essences comme le sapin, par exemple, qui, lui, germe tout à fait, et plutôt même bien, sous le couvert des autres. Il a même un petit phénomène de compression, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas la lumière au-dessus de lui, il attend sagement, et il peut attendre très longtemps. Donc on voit qu'ils ont les sapins au cœur ont des cernes qui sont très rapprochées, c'est-à-dire, vous savez, ces accroissements de chaque année, là. Et il attend 15 ans, 20 ans, puis au bout d'un moment, hop, coupe, et là, les cernes s'élargissent beaucoup, parce que là, il se met à pousser. Et en fait, quand on coupe un arbre, et qu'on regarde et qu'on lit quelque part son histoire, on arrive à identifier les moments de coupe, les moments de plus compression, etc. Donc ça, c'est pour montrer la dynamique en fait de l'arbre en fonction de l'éclaircie. Donc après, l'arbre lui-même, le sujet individuel, selon l'éclaircie, il va réagir, donc sa croissance. Et puis quand il réagit, il le fait pas en général, il le fait pas à moitié. Et si vraiment on lui a donné plein de lumière, non seulement il va pousser en hauteur, peut-être en diamètre, mais il va aussi faire plein de branches. Et en particulier, s'il a le soleil qui arrive sur son tronc, il va aussi faire plein de branches qui sont partout tout autour du tronc. Et ça, typiquement, quand on veut faire des planches, en particulier quand on veut faire des tonneaux, ben les branches, c'est des trous, donc les trous, ça va pas bien avec les tonneaux. Enfin, je caricature, mais le forestier, il doit doser ça. Donc il doit doser ça pour qu'en fonction de son essence, il arrive à avoir ce qu'il faut. Après, si l'enjeu, c'est un enjeu de biodiversité, de variété, de diversité d'essences, eh bien là aussi, s'il trouve qu'il a, par exemple, beaucoup de... il a trop de frênes ou je ne sais pas quelle essence, il peut se dire, bon ben voilà, si je détecte un érable ou si je détecte un alisier, je vais travailler à son profit, au profit de cet alisier ou cet érable. Et donc, dans ce cas, ce qu'il va faire plutôt, c'est qu'il va couper les quelques arbres qui sont autour pour privilégier cet arbre-là. Voilà. Mais quand tout à l'heure je parlais de la courbe de croissance d'une essence, en fait, c'est quelque chose qui s'applique au peuplement. Et en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup d'arbres ou quand on a moins d'arbres, le potentiel, il est souvent un peu le même en termes de croissance. Et le fait de réduire le nombre d'arbres, ça permet de concentrer la croissance sur ces arbres-là, sur ceux qui restent. Et donc, en fait, il y a tout un travail de sélection aussi qui fait qu'on coupe plutôt les arbres qui ont des défauts pour favoriser la croissance, pour reporter la croissance sur les arbres qui restent. Donc c'est quand même un dosage subtil, hein. Et couper beaucoup d'arbres, c'est pas la garantie économique d'un meilleur bénéfice économique. C'est vraiment pas ça. La conduite, elle se veut vraiment jusqu'à la fin de tout le peuplement. Voilà. Et du coup, il y a certaines forêts, on peut encore voir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois quand on est sur la route ou quoi, on voit des forêts ou des pans de montagne entiers avec des arbres alignés. Et je me demande, est-ce que à terme, ce genre de forêt, je ne sais pas si ce genre de forêt c'est vraiment très durable ou pas, et quel est le but en fait de ce genre de forêt? Ça fait très un peu, je ne sais pas comment dire, mais oui. Alors, de manière assez pratique, une fois que l'arbre est planté, ou même quand c'est du semis, on a en fait besoin d'intervenir. On a besoin d'intervenir pour dégager le petit arbre qui pousse, même un semis de chêne. Hein. Petit à petit, quand ils étaient, forcément on l'a plus, mais quand ils étaient grands comme ça, on a l'impression que c'est tout couvert. Et puis après, il y en a un qui va pousser un peu plus que les autres. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis plus grand, voilà, il y en a qui sont plus petits. Donc il y en a un qui va pousser plus que les autres, il va prendre un peu le dessus. À partir du moment où il a le dessus, il a un peu gagné parce qu'il a le soleil. Donc le soleil, c'est quand même c'est l'énergie qui lui permet d'avoir sa pompe à bois, quoi, hein. Donc celui qui est au-dessus des autres, souvent, il garde un peu la pole position et le lead, quoi. Et donc petit à petit, ça va être des sujets au profit desquels on va travailler. Je vous disais ça, pourquoi ? Pardon.
Pardon, votre question? Non, moi, je parlais justement des forêts. Oui, pourquoi c'est aligné? tout Voilà, c'est ça. ouais. Donc, on va travailler au profit de celui-là. Le problème, c'est que quand on a nos ouvriers qui interviennent en forêt, s'il faut qu'ils fassent des circuits dans tous les sens, dans toute la parcelle, ça va être compliqué pour lui. Donc, en fait, ce qu'on fait assez classiquement, et même quasiment quand c'est à cette taille-là, en fait, on broie des lignes pour que l'ouvrier puisse passer. Et une fois qu'il passe dans la ligne, lui, après, c'est au sécateur, il dégage, il favorise un plan, éventuellement il peut élaguer aussi un petit peu, mais il a besoin de ces lignes, on appelle ça des cloisonnements. Voilà. Et ces lignes, elles sont aussi utiles quand on exploite. Si on ne veut pas que le tracteur il circule partout dans la parcelle en risquant de tasser le sol partout, on lui dit aussi, là c'est le cloisonnement d'exploitation, on va là, donc s'il y a un arbre qui est au milieu, bah, celui-là on l'enlève parce qu'il va nous gêner, mais de manière générale, alors après quand les arbres grandissent, on s'aperçoit moins de ces lignes, on s'en aperçoit surtout au début. Et il faut être honnête aussi, il y a surtout des lignes quand il y a des plantations. Parce que les plantations elles-mêmes, elles sont faites en ligne. Quand c'est en semis, par la force des choses, petit à petit ça arrive, mais quand c'est planté, c'est vraiment en ligne. Alors après, si vraiment le peuplement il vieillit, ça ne se voit plus, mais si c'est des essences comme du peuplier, comme des résineux, qui ont des rotations assez rapides, bah, on garde les lignes jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que bah, par certains côtés, ça peut ressembler aussi à des lignes de maïs ou des lignes. Donc je peux comprendre que ça puisse faire réagir. Okay. Merci. Alors moi je me demandais, je ne sais pas depuis quand vous avez la certification, enfin les certifications environnementales, mais si ça avait changé la manière dont vous gériez certaines forêts, par exemple. Oui, bah, merci beaucoup pour la question. Forcément, ça a changé la manière dont on gère, puisque le principe, c'est, même si c'est pas forcément indiqué comme ça, c'est un peu l'héritage ISO, c'est toujours un peu de l'amélioration continue. Alors c'est de l'amélioration continue, c'est donc de l'exigence supplémentaire. Les standards eux-mêmes sont révisés régulièrement. Et bah, généralement, alors il faut que ce soit quelque chose de pratique, d'opérationnel, de réalisable, mais généralement, année après année, les exigences se renforcent. Alors c'est pas juste parce que c'est de la négociation et puis que ce qu'on n'a pas réussi à avoir une fois, on l'aura la fois suivante, mais c'est aussi bah, déjà parce qu'une fois qu'on a intégré ces exigences-là, bah, on est un peu plus prêt à aller au-delà. Et puis c'est aussi parce que en fait, une certification, de mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui doit donner un avantage commercial sur un produit. Alors, ça peut être aussi une image de marque, hein, mais si on part du principe que typiquement un bois qui est certifié, ben, vous allez retrouver ce logo dans votre grande surface de bricolage. Il faut quand même qu'il y ait un certain volume, parce qu'autrement, il est invisible. Et donc, vous voyez, on peut jouer sur deux critères. Soit on en prend très peu, et puis on les fait aller très très loin, et puis voilà, on a vraiment une exigence très forte, mais finalement, il faut trouver un peu l'équilibre entre ça, donc le fait d'en prendre que certains, mais de les amener très loin, parce qu'eux sont capables de le faire, et puis le fait d'en prendre beaucoup, et de leur faire peut-être un pas plus petit, mais de prendre plus de monde. Donc c'est un peu l'équilibre entre les deux. Voilà. Nous, au niveau ONF, et je le dis en toute humilité, hein, mais voilà, nous, la gestion de PEFC, comme on l'a pour l'ensemble de toutes nos forêts, elle est complètement intégrée dans notre gestion courante. Voilà. Et donc, pour nous, c'est complètement transparent. Notre gestion, elle est complètement PEFC. La gestion FSC, comme c'est une gestion qui est forcément différente, hein, c'est un autre certificat, et qu'elle n'est que sur 4 forêts pour l'instant, elle demande une adaptation spécifique. Alors, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'avais juste une question, c'était qui a été posée en ligne. C'était quelle serait la réponse en fait face à une hausse de la consommation de bois en France? Est-ce qu'on est assez autonome sur ça ou est-ce qu'on importe beaucoup? Alors, on importe beaucoup. En fait, alors je suis pas un spécialiste de la commercialisation des bois, mais en tout cas, depuis très très longtemps,
on nous a toujours dit la balance commerciale du bois est déficitaire. Donc on apporte en valeur beaucoup plus qu'on ne vend. Et il y a un phénomène qui s'est peut-être aussi un peu renforcé tout début des années 2000, on va dire même toute fin des années 99, enfin, c'est-à-dire en 99, avec la tempête qu'il y a eu à ce moment-là, qui a fait tomber 7 années de récolte de mémoire, donc ça représentait un gros volume. Et donc on a eu des acheteurs qui étaient chinois en particulier. Et donc on a pas mal de bois et des grumes, donc le tronc, qui est parti sur d'autres continents dans des conteneurs et qui ont été transformés, donc ont été sciés dans ces pays, dans ces autres pays, et qui ensuite nous sont revenus avec un peu plus de valeur ajoutée forcément. Quand c'est des planches, ça vaut un peu plus cher que quand c'est juste le tronc. Et donc ce qui a contribué aussi à rendre plus déficitaire notre balance commerciale. Donc c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'il y avait un vrai enjeu à soutenir notre filière industrielle aussi bois. Et pour ça, à l'ONF, on s'est engagé dans un label UE pour le chêne. Si c'est d'autres espèces, peut-être faudrait que je vous le reprécise, mais en tout cas sûr pour le chêne. Et en fait, on demande à ce que les acheteurs de ce bois s'engagent à transformer le chêne sur place, enfin transformer en local. Voilà, donc ça, c'est un des outils qui permet de favoriser le maintien de la filière et puis aussi d'éviter que notre balance soit aussi déficitaire tout le temps. Mais on a besoin d'innovation aussi, c'est-à-dire que là, je parle de bois, je parle de planches. On a aussi besoin de design. Là, je ne sais pas vos tables et vos chaises, d'où elles viennent, mais il y a des pays, par exemple comme l'Italie, qui ont toujours été très très bons pour fabriquer des choses en bois. On avait aussi en France énormément d'ébénisterie, de menuiserie, mais ça a un peu disparu. Ouais. Okay. J'aurais juste une petite question aussi pour finir. Est-ce que vous utilisez le débardage par cheval ? Alors oui, ça s'utilise. En effet, ça correspond à des endroits où les accès sont compliqués, typiquement où le sol peut être assez peu portant. Donc je vois bien que la question en particulier, parce que c'est le cheval, vous intéresse. J'ai eu l'occasion d'en faire. Alors je l'ai fait en Espagne, mais ça a été une belle expérience. J'ai un peu lutté contre les temps pendant tout le séjour, parce que les chevaux avaient tendance un peu à les attirer. Mais bon, on leur rendait service quand on les débarrassait, on chassait les temps. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi, parce que voilà, il y a une proximité aussi avec le cheval qui est belle. Et effectivement, c'est assez puissant. Après, je pense qu'il y a une certaine limite à la capacité du cheval. Alors, c'est pas votre question, mais ça va un peu au-delà. On fait aussi du débardage par câble, c'est-à-dire qu'on met un mât avec un câble comme un téléphérique. On accroche les grumes dessus et puis après, ça descend. Il nous arrive aussi, et ça peut paraître paradoxal, mais il nous arrive aussi de faire du débardage par hélicoptère. Alors là, c'est un peu moins peut-être écolo, mais ça permet typiquement d'intervenir dans des zones où on n'a pas la desserte forestière, on n'a pas le réseau de route qui le permet. Et ça, c'est peut-être pour l'anecdote, mais c'est peut-être pas si anecdotique, ou ça peut ne plus l'être. On a un partenariat avec une entreprise de dirigeables, et ça fait un certain temps. Alors l'innovation doit aussi se concrétiser, mais le débardage par dirigeable a aussi été tenté. Mais le débardage par câble se développe énormément. Et au début, les débardeurs pensaient qu'il y aurait un surcoût important, et qu'il fallait absolument le réserver qu'aux zones où on ne pouvait pas faire autrement. Et en fait, ils s'aperçoivent que, après avoir investi aussi dedans, s'être formés, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils peuvent élargir les zones dans lesquelles ils le pratiquent, et ce qui a plein d'avantages, puisque, en fait, on parlait de productivité forestière tout à l'heure. Un sol forestier, c'est un sol vraiment qui est... l'éponge, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est un sol qui est riche en matière organique, éventuellement limoneuse, et un tassement de sol
mais des dizaines d'années, voire plus, pour se reconstituer. Donc, et un sol tassé, c'est un sol qui a perdu beaucoup de sa productivité. Donc c'est un enjeu pour demain aussi, et y compris changement climatique. Le sol, c'est vraiment un enjeu qu'on avait peut-être un peu occulté auparavant, mais qui va devenir au cœur de nos problématiques. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Puis, je pense qu'on va pouvoir clôturer la conférence et même l'année. Donc on vous retrouve l'année prochaine, si vous êtes partant, pour un nouveau cycle de conférences avec des nouveaux conférenciers et des nouveaux thèmes à aborder. Et puis pour finir, comme d'habitude, on a un petit buffet en haut à l'espace Bourgelat. Merci à tous. Merci beaucoup.